Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette page d'information. Voici les principaux titres de cette édition. Bala Housseni placé en garde à vue suite à un contrôle d'identité qui a dégénéré. C'était ce matin à Tingoni. Le syndicaliste et ses proches parlent de brutalité policière et comptent bien porter plainte contre l'État. Les gendarmes, quant à eux, l'accusent de rébellion. Qui dit vrai? Les faits, les images dans un instant. Mansour Kamardine répond à Jacques Toubon. Dans un communiqué, le défenseur des droits s'est ému du sort des étrangers à Mayotte, en particulier depuis le blocage du service qui leur est dédié à la préfecture de Mayotte. Il n'a pas tardé à recevoir la réponse du député. Enfin, nous parlerons cinéma. Le film Mal-être d'un quartier de France, réalisé au sein de l'association Espoir et Réussite de Doujani, vient d'être sélectionné parmi les 28 finalistes du concours France TV. Une belle histoire qui ne fait que commencer. On en parle dans un instant avec Nasserdine Ahmed, acteur principal du court-métrage. C'est un banal contrôle d'identité qui a rapidement tourné à l'incident ce matin vers 8 h dans la commune de Tingoni. Housseni Balaach, membre du collectif des citoyens de Mayotte, subit un contrôle d'identité. Mais très vite, le ton monte. Après une arrestation musclée, le leader syndical est placé en garde à vue. Les gendarmes l'accusent de rébellion. Ses proches portent plainte contre l'État. Les faits avec Gervais Nitieux et Daniel Abdou. Un peu moins de 4 heures après l'interpellation de son mari Housseni Balaachi, Zena revient à Mirereni dans la commune de Tingoni au centre de Mayotte. C'est une jeune femme en colère. Elle raconte à sa cousine Dacienne qui s'est déroulée à cet endroit, sous ses yeux, aux environs de 8 h du matin. Le gendarme a tapé mon mari, là, aux fenêtres de voiture, là. Et quand il descend, l'autre gendarme est venu, ils étaient tous les deux. Ils l'ont pris, ils l'ont cogné sur la voiture. Je crois qu'ils attendaient juste de voir la tête de Balaachi quelque part pour le tabasser. Et si jamais il n'y avait pas quelqu'un, je crois qu'il allait le tuer. Housseni Balaachi est un leader syndical très connu dans le 101e département français. Sur ces images tournées avec son téléphone portable, son épouse reproche aux gendarmes d'avoir utilisé de manière excessive la force lors de son arrestation. Une arrestation effectuée lors d'un banal contrôle d'identité en présence du fils du syndicaliste, un enfant âgé de 6 ans. J'aimerais bien que la gendarmerie explique et que l'État m'explique ce que c'est qu'une gendarmerie qui se met à tuer les petits-enfants. Parce que c'est ça, tuer. Mon enfant est en train de se poser la question, quand est-ce que son père arrive? Qu'est-ce qu'il a fait son père pour qu'on le tabasse comme ça? Il n'a jamais vu ça. Et ce gendarme-là, qu'il comprenne bien que j'ai l'air peut-être bête, j'ai des cheveux crépus, mais je sais ce que c'est que traumatiser un enfant. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils ont fait ça devant, là. Zena annonce qu'elle déposera plainte contre l'État pour le traumatisme subi par son fils et s'est rendue en début d'après-midi à la brigade de gendarmerie de Sada où son mari a été conduit après l'incident. Quelques membres du collectif des citoyens de Mayotte sont venus témoigner leur soutien au leader syndical. Ils dénoncent la brutalité des gendarmes et font le parallèle avec l'affaire Benalla. Le rapport avec l'affaire Benalla, c'est très simple en fait. Ce sont des personnes qui se donnent tout le pouvoir, ils se donnent mais vraiment tout le pouvoir. Quelle personne? C'est les forces de l'ordre. Ils se donnent tout le pouvoir, ils s'attribuent tout le pouvoir pour s'attaquer à des gens comme ça. Il y a des criminels, des bandits qui traînent sur les routes ou des voleurs. Nous on aimerait que ce soit eux qui soient ici entendus, mais pas Balaachi lui-même que nous connaissons de par son engagement citoyen. Jouant au téléphone, le commandant de la gendarmerie de Mayotte rejette des accusations portées contre ces éléments. Selon lui, ils ont réagi de manière appropriée à l'agressivité d'Housseni Balaachi. D'après le colonel Leclerc, le leader syndical s'est agrippé au gilet pare-balles d'un gendarme et avait menacé de lui mettre un coup de tête. Et justement, en parlant de discrimination à Mayotte, c'est l'objet de ce qu'on pourrait appeler une bataille de communication entre Jacques Toubon, le défenseur des droits, et le député Mansour Kamardine. Au centre du débat, la question brûlante du bureau du service des étrangers de la préfecture, un service bloqué depuis plusieurs semaines, ce qui entraîne de nombreuses conséquences pour les étrangers en attente de régularisation. Geniala Toumani revient sur ce bras de fer par communiqué interposé. Entre Mansour Kamardine, député LR, et Jacques Toubon, défenseur des droits, le rendez-vous est fixé au 23 octobre prochain à Paris. Un rendez-vous qui fait suite à la sortie de communiqués de presse les 20 octobre.
Toubon à se rendre à Mayotte pour constater de lui-même qu'il y existe également des citoyens français victimes de graves discriminations. Le député rappelle par ailleurs à ce dernier qu'il doit veiller au respect des droits et libertés, également lorsqu'elles concernent nos compatriotes. Fin de citation. Pour rappel, depuis sa nomination en 2014, Jacques Toubon a pris position sur différents sujets à Mayotte, comme par exemple les droits de l'enfant bafoués, la dérogation du droit du sol émanant de l'amendement du sénateur Thani Mohamed Swalihi ou encore l'expulsion des familles comoriennes par des Mahorais. C'était en 2016 et à l'époque, il avait dit ceci. Il ne s'agit pas de se faire justice à soi-même, individuellement ou en groupe. Il s'agit de recourir aux moyens que donne la loi. Nous sommes dans un département français et dans un département français, c'est la loi de la République qui prime. Une phrase depuis Paris, mais qui semble toujours d'actualité aujourd'hui à Mayotte, où nombreux se demandent encore si nous sommes dans un vrai département français. Département qui avait vu par contre la visite du premier défenseur des droits, à savoir Dominique Baudis. C'était en novembre 2012. Reste à savoir si Jacques Toubon viendra un jour sur l'île aux parfums. La saison des pluies commence à pointer son nez. Sachez en tout cas que l'alerte météo qui avait placé le département en vigilance forte pluie depuis ce matin a été levée en début d'après-midi. Ce matin, d'importantes averses se sont déversées sur la partie sud de Grande-Terre. Météo France a relevé près de 30 mm de pluie vers Dembéni. Des données qui ont été récoltées par la station météo de Mayotte, basée à Pamandzi. Elle avait jusqu'ici une simple mission d'observation du temps. Mais depuis le 4 septembre, la station est devenue un centre météorologique avec de nouvelles attributions. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer au niveau local? Écoutez ces explications d'Hachim Saïd Hachim et Atoumani Simba. Mayotte était en vigilance forte pluie ce lundi. Émise à 7 h, elle a été levée à 12 h. Cette alerte lancée et suspendue à Mayotte avait une particularité. C'était la première vigilance forte pluie émise et levée à Mayotte depuis que la station est devenue centre météorologique. Depuis le 4 septembre, nous n'effectuons plus d'observations de type humain sur la station de Pamandzi. En revanche, nous faisons les prévisions aéronautiques pour l'aéroport et nous émettons les bulletins de vigilance, comme ce matin. Par exemple, avec une vigilance forte pluie qui a été émise par le centre de Mayotte, alors qu'autrefois, ce bulletin était rédigé par La Réunion. Une lourde mission et responsabilité car désormais les arrivées et les départs des avions, par exemple, compteront sur les prévisions météorologiques rédigées par le centre de Mayotte pour établir leur plan de vol. Le volet aéronautique, c'est cette montée en puissance au niveau de la rédaction des messages de prévision, mais également prévenir par des messages de type NOTAM, NOTIST ou AIRMEN, tout ce qui peut avoir comme dysfonctionnement au niveau des capteurs météorologiques, tous deux messages qui étaient autrefois émis par La Réunion. Un changement qui permettra aussi au département d'avoir des prévisions du temps sur plusieurs jours. Pour le moment, on bénéficie d'une prévision jusqu'à J+1. Et progressivement, dans cette saison des pluies, nous allons mettre en place une expérimentation pour passer jusqu'à J+3. C'est-à-dire concrètement, vous n'aurez plus seulement les prévisions pour le jour J et le lendemain, mais vous verrez apparaître des prévisions pour J+2 et J+3. Donc par exemple, le jeudi, vous aurez le temps jusqu'à la fin du week-end. Du matériel sera progressivement mis en place pour remplacer les appareils vieillissants. Un poste de technicien supérieur sera créé pour la maintenance des nouveaux instruments sur l'ensemble du territoire. 8 stations modernes automatiques verront le jour d'ici 2 ans sur la Grande-Terre. Dans le reste de l'actualité, ces images ont réveillé la crainte des séismes chez bon nombre d'entre vous. Depuis que 2 tremblements de terre de magnitude 7,5 ont frappé le pays, le chaos règne en Indonésie. Un drame qui a provoqué un autre cataclysme avec ce tsunami qui a tout emporté sur son passage. Le récit de Sophie Rodier. La vague a broyé la totalité des maisons de bois qui bordaient la plage. Seuls les bâtiments en dur ont résisté. 3 jours après le séisme, la route du bord de mer est dégagée. Les habitants de Palu viennent constater l'ampleur des destructions. On voit clairement que l'eau est rentrée sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres.
Les dégâts y sont encore plus importants. L'aéroport est pris d'assaut. Les survivants, à bout de nerfs, tentent de fuir par tous les moyens. Mais tout le monde ne peut pas monter. On est là depuis hier, on veut partir et on n'a pas été autorisé à embarquer. On n'a pas mangé depuis 3 jours, on veut juste rester en vie. Il y a encore des centaines de personnes bloquées sous les décombres. Toute la nuit, les secouristes se sont mobilisés pour tenter de les retrouver. Cette femme, gravement blessée, est sortie vivante des ruines de sa maison. Les morts sont évacués par des volontaires et installés un à un devant l'hôpital. Certains tentent toujours d'identifier des proches. Selon les autorités, le bilan pourrait encore s'alourdir. La plupart des victimes a été recensée à Palu qui compte 350 000 habitants. À l'extérieur de la ville, une gigantesque fosse commune a été creusée. Il y a urgence sanitaire. Pour éviter la propagation des épidémies, les corps de centaines de victimes y sont enterrés côte à côte. Comme chaque lundi, ce soir, ne ratez pas votre émission Mayotte Sporting Club avec Aurélien Février. Bonsoir Aurélien. Alors, ce soir, que nous réservez-vous dans l'actualité sportive du jour ? Bonsoir Alda, et dans le Mayotte Sporting Club, tout à l'heure à partir de 20h, on reviendra sur la Coupe du Monde féminine en 2019 puisque Mayotte pourrait être représentée notamment par les filles de Espoir de Msapéré qui ont l'ambition d'aller supporter les Bleus en juin prochain. On en parlera ici avec les dirigeants du club. On reviendra également sur la belle initiative du club de tennis de Coropa qui propose des initiations aux débutants pour découvrir donc ce sport. Et puis entre autres, on reviendra sur la Coupe de France de basket, la reprise également des championnats de rugby à 15 et puis la lutte pour le maintien en football. C'est donc le programme du Mayotte Sporting Club tout à l'heure à partir de 20h. Merci Aurélien et à tout à l'heure. Nos quartiers ont des talents, en témoigne le succès du film Ma lettre d'un quartier de France, une production 100% locale qui fait partie des 28 finalistes du concours France TV. Film Ton quartier, un beau début quand on sait qu'au départ il y avait 150 films reçus. Ce court-métrage a été réalisé au sein de l'association Espoir et Réussite de Doujani et nous montre la vie dans les bidonvilles. Extrait. Elle n'a pas encore de papier, mais ça va. La police la laisse tranquille. Ils disent que c'est parce qu'elle s'occupe de nous et d'autres enfants du quartier. Là, c'est les vacances. Alors je peux l'aider au champ tous les matins. Elle cultive toujours les majimbi et les batata pour préparer les chahoulay à majimbi. Elle nous dit que c'est le plat que tu préférais quand tu étais là. Papa, tu me manques beaucoup, tu sais. Je sens ta présence tout le temps. Tu sais quoi? Je rentre en terminale cette année, au lycée de Kaweni. Je travaille dur pour réussir à l'école de la République. Après le bac... Nasserdine Ahmed, acteur principal de ce court-métrage, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nasserdine, expliquez-nous comment est né ce film, comment vous avez fait pour écrire cette histoire? Cette histoire, on l'a eue ensemble, tout le monde de l'association, surtout la classe de civisme Frédéric Dachri. L'idée vient de Bakar Fakra. Après, c'est là qu'on a décidé de faire le film pour le concours France Télévisions. Après... Alors, dans ce film, c'est un jeune homme qui habite Doujani, c'est ça? Oui. Vous, en l'occurrence. Et vous parlez à votre père. Racontez-nous l'histoire exactement. C'est quoi l'histoire de ce film? L'histoire de ce film, c'est que un père qui avait des enfants, après il a abandonné ses enfants pour aller chercher des meilleures vies ailleurs. Après, l'enfant, il a écrit un film pour dire à son père que le retour de son père, il va voir le quartier qu'il est changé, quoi.
D'accord. Et dans votre classe, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation avec un père qui n'est pas là depuis des années? Oui. D'accord. C'est quelque chose qui est très, très présent dans ces quartiers? Oui. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui fait que... Et pourquoi est-ce que c'est toujours dans ces quartiers qu'on a des pères qui sont absents? Bon, voilà, je sais pas, je ne peux pas répondre à ces questions, moi. Mais vous avez voulu parler de ça, pourquoi? Oui, parce que, bon, voilà, comme moi, je suis né, mais je n'ai pas rencontré mon père. Depuis que je suis né, mon père, il est parti. Bon, voilà, c'est là qu'on a décidé, nous ensemble, on a décidé de faire ce film. Après, grâce à cela, j'espère qu'on va gagner. D'accord. Et parlons justement de la manière dont vous avez fait le film. Vous avez décidé de filmer avec un téléphone, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était compliqué? Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté? C'était vraiment compliqué parce que, bon, voilà, c'était la première fois qu'on a fait ça. Bon, c'était tellement difficile avant. Et les gens dans le quartier, est-ce qu'ils voulaient être filmés ou il y a eu des soucis par rapport à ça? Bon... Comment les gens ont perçu le projet? Est-ce qu'ils ont dit non, on ne veut pas être filmé? Comment ça s'est passé? Oui, il y avait des gens qui disaient cela, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et ce que ce jeune raconte à son père, qu'est-ce qu'il lui raconte exactement en dehors du quartier qui a changé? Je ne peux pas répondre à ces questions parce que, bon, vu que je n'ai pas l'habitude de parler, bon... D'accord. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce projet et on vous souhaite très bonne chance pour la suite dans ce concours. Merci. Avant de refermer ce journal, cette information qui a bouleversé tout le pays. Charles Aznavour, l'un des derniers géants de la chanson française, est mort la nuit dernière à l'âge de 94 ans. C'était le chanteur français le plus connu à l'étranger. Il revenait d'ailleurs d'une tournée au Japon. En chiffres, Charles Aznavour, c'est aussi près de 200 millions d'albums vendus dans le monde et près de 1400 chansons à son répertoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le principal titre du jour, la garde à vue de Husseini Balaich. Suite à un contrôle d'identité qui a dégénéré, le syndicaliste et ses proches parlent de brutalité policière et comptent bien porter plainte contre l'État. Les gendarmes, quant à eux, l'accusent de rébellion. Dans un instant, votre journal en maoré avec Raika Madi. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.